Quelle est la meilleure stratégie? Alors pour l'investissement immobilier, il y a différentes stratégies possibles. Il y a évidemment une stratégie par individu. Il y a la location courte durée ou location saisonnière. Il y a la colocation, il y a la location nue, la location meublée. D'après toi, à tes yeux, quelle est pour toi la meilleure stratégie, Kevin? C'est la location courte durée. C'est le mode d'exploitation que j'effectue le plus dans sa globalité. Je pense que la stratégie, il n'y a pas vraiment de meilleure stratégie. Ça dépend du profil de la personne. Tu as des personnes qui vont préférer la colocation pour des raisons qui leur sont propres, d'autres qui vont préférer la location nue, d'autres qui voudront faire du coworking ou de la location commerciale, d'autres éventuellement la LCD, donc la location saisonnière comme moi. Alors pourquoi j'ai choisi la location saisonnière? C'était le mode d'exploitation qui était le plus propice par rapport à mes objectifs. Moi, étant donné que je voulais vivre de mes loyers le plus rapidement possible, j'estimais que la location saisonnière s'y prêtait merveilleusement bien, puisqu'on avait la possibilité de dégager un cash flow positif assez conséquent suivant la prestation que tu proposais via tes appartements. C'est pour ça que j'ai privilégié ce mode de location là. D'aujourd'hui, je me suis professionnalisé là-dedans et c'est quelque chose que je gère sur le bout des doigts. Mais ça va pas être forcément la même chose pour une autre personne. Une personne quelconque va peut-être préférer un autre mode d'exploitation. Comme toi, par exemple, si je dis pas de bêtises, qui préfère la location nue, si je me trompe pas. Exactement. Alors si je préfère la location nue, c'est pas tellement une question, oui, de stratégie, mais ça correspond plus à mes aspirations. Pour moi, la location courte durée, c'est beaucoup de contraintes, de disponibilité pour pouvoir faire l'accueil des voyageurs. Alors bien sûr, il y a les systèmes d'ouverture automatisés jusqu'au jour où exceptionnellement ça tombe en panne un dimanche soir. Donc il faut pouvoir être disponible ou avoir quelqu'un sur place. Il y a le ménage, il y a les petites réparations, il y a un certain nombre de contraintes et puis la note qu'on nous attribue en fin de chaque voyage ou parfois de façon injuste, on a une mauvaise note, on ne sait pas pourquoi. Il y a des clients qui sont de mauvaise foi. Ça m'est arrivé d'avoir des clients qui râlent parce qu'il n'y avait pas de clim alors que c'était bien écrit qu'il n'y avait pas de clim. Ça m'est arrivé aussi. Ils ont mis une mauvaise note. Donc ça, moi j'ai pas envie de gérer ça en termes de stress et en termes de tranquillité d'esprit. Pour moi, la location nue, donc la location d'un appartement vide en longue durée, ça m'arrange dans la mesure où je trouve des locataires. Alors c'est plus long de trouver le locataire parfois, le locataire qui va venir avec ses meubles, sa famille, s'installer et puis rester une durée indéterminée. Une fois que j'ai trouvé le locataire, eh ben, il paye son loyer tous les mois et je n'ai plus à me soucier, à part vérifier que le loyer soit bien arrivé et à quelle date, j'ai plus d'autres soucis d'organisation. Alors il y a néanmoins quelques petits détails, mais beaucoup moins fréquemment que dans la location nue. De temps en temps, le locataire appelle parce qu'il y a eu un dégât des eaux ou de la casse suite à un coup de vent. Donc évidemment, il doit faire la déclaration auprès de son assurance. Et parfois, il oublie d'en parler. Et puis 2 ans après, il y a un volet qui tombe, on ne sait pas pourquoi, alors que ça remonte à une tempête d'avant. Donc ça, c'est les petits détails. C'est vraiment la tranquillité d'esprit. Et pour moi, le locataire qui est chez moi à l'année, je le traite de la même façon que si c'était un voyageur. C'est-à-dire que je suis très attaché à la transparence dans les relations en disant s'il y a le moindre problème, vous m'appelez, vous m'envoyez un SMS. N'attendez pas que ça devienne un gros problème ou qu'on n'en parle pas et que tout à coup ça explose et ça devienne dramatique. Donc c'est vraiment pour ça. Et donc on a de bonnes relations, bon, sauf exception parce qu'il y a toujours les locataires qui pensent que le propriétaire est là pour leur piquer leur portefeuille alors que pas du tout. Ils sont là pour se loger, donc ils payent un loyer, c'est normal. Et donc j'ai de bonnes relations avec mes locataires. Certains même sont surpris en disant j'ai jamais eu de bonnes relations comme ça avec mon propriétaire. C'est vrai qu'il y a des propriétaires, ils voient juste des choses dans leur sens en disant je pique le loyer, le reste je m'en fiche. Non, on doit une prestation aussi. Même si c'est pas des voyageurs, on leur doit d'être logés dans des conditions décentes avec des sanitaires qui soient confortables et pas seulement existants mais confortables, un système de chauffage confortable également et donc tout le monde est content et à ce moment-là, les locataires qui sont bien logés restent également plus longtemps. Le fait également, je pense que toi tu préfères la location nue, c'est également du fait que tu as déjà une activité en parallèle et qui te prend, je pense, une partie de ton temps et forcément tu peux pas te diviser en deux. Donc j'imagine que si tu faisais de la location saisonnière en plus de ton activité, ce serait effectivement un petit peu compliqué. La location courte durée
risquerait de te prendre autant de temps que ton activité principale, non? Oui, mais c'est vraiment par désintérêt personnel. Bien sûr, la location, donc ça veut bien dire que la location saisonnière, ça prend plus de temps ou d'énergie au moins que la location nue. Alors c'est vrai que comme je suis dans le domaine de l'immobilier professionnellement, m'occuper de la location comme je le fais pour mes clients, que je m'en occupe pour mes clients ou pour moi, ça fait partie du même boulot, on est tout à fait d'accord. Mais la location courte durée, c'est vraiment la question de la disponibilité à laquelle je ne suis pas prêt. C'est-à-dire que même quand j'avais démarré, j'avais une conciergerie, mais quand la box ne fonctionnait pas ou quand le système d'ouverture automatique ne fonctionnait pas, c'était moi qui devais courir parce qu'ils envoyaient quelqu'un, mais c'était payant. C'est vraiment la disponibilité. J'ai pas envie d'être disponible 24 heures sur 24 parce que si je fais de l'investissement, c'est pour pouvoir en vivre de façon sereine. Je veux pas dire forcément en mode rentier passif, mais en mode vraiment serein. C'est vrai que quand un locataire a un problème, c'est toujours le dimanche soir, hein. Donc forcément le dimanche, on se dit ça y est, je passe le week-end tranquille et le locataire appelle, écoutez, la baignoire a débordé, qu'est-ce que je fais? C'est à vous de vous démerder, sauf que s'ils appellent, c'est à nous de trouver la solution. Il faut un peu les border, les aider, mais c'est comme ça. Ça fait partie des bonnes relations, je l'ai découvert. Mais la location courte durée, c'est en termes de préoccupation, en termes d'énergie, c'est pas pour moi. Mais je comprends tout à fait que pour certains investisseurs, ça soit le mode préféré, comme c'est ton cas. Hormis le fait de pouvoir en vivre rapidement, quels sont les avantages à tes yeux? Parce que tu peux aussi vivre de la location nue, hein, avec des immeubles de rapport ou en multipliant les investissements. Est-ce que c'est le seul critère, le fait que tu puisses en vivre rapidement, qui t'a décidé de faire la LCD? Non, disons que, en fait, si tu veux, c'était surtout qu'à l'origine, vu que je faisais moi-même les réalisations de mes appartements, il y avait un truc qui m'éclatait, en fait, où je m'amusais beaucoup, c'était de réaliser des appartements avec une décoration atypique. Ça, c'était quelque chose de vraiment... j'adorais faire ça. Aujourd'hui, j'adore faire ça aux autres, mais je le ferai plus moi-même. Par contre, c'est vrai que pendant un moment, ce que j'aimais beaucoup faire, c'était visualiser un appartement, savoir comment le produit fini sera, quelle décoration je vais mettre en place, quelle est l'éventuelle rentabilité que je pourrais avoir, quel est le montant de chiffre d'affaires par logement que je pourrais faire, etc. C'était quelque chose en fait que j'ai plutôt vu tout de suite comme étant un business, vraiment comme si j'avais une société dans un domaine bien particulier. Et je pense que c'est un tout. Je pense que c'est la proximité avec les gens. Tu rencontres pas mal de personnes, même si je me déplace pas physiquement. Je parle beaucoup avec les voyageurs. Des fois, on a des professionnels. Tu fais des nouvelles rencontres, des nouveaux contacts sur d'autres choses, sur d'autres domaines. Ça t'ouvre des portes encore sur d'autres choses, etc., etc. Donc c'est assez sympa. Et ouais, c'est un truc que de manière générale, hormis le fait que ça te rapporte pas mal d'argent par rapport à un mode de location un petit peu plus basique comme la location nue, c'était quelque chose que je trouvais beaucoup plus envisageable. Si on prend l'exemple de la colocation, personnellement, j'ai jamais vraiment accroché là-dessus, car c'est un système qui me faisait plus ou moins peur, dans le sens où j'avais toujours la crainte de me dire, bon, si par exemple tu as un appartement avec 4 chambres et qu'au final tu loues qu'une seule chambre, tu te retrouves avec une chambre à environ 400 € et tu as 3 chambres vides. Tu fais de la colocation en partant du principe que tu vas gagner plus d'argent qu'une location nue et quasiment l'équivalent d'une location saisonnière, et au final, s'il te manque ne serait-ce qu'un élément, c'est-à-dire un seul client, un seul locataire, finalement ta rentabilité ça va pas plus élevé qu'une location nue, tu vois, ou alors vraiment très peu. C'est pour ça que la colocation, j'en parle pas spécialement, et c'est pas un truc qui m'attire plus que ça. Alors justement, la colocation, alors j'ai bien compris que même donc dans le cadre de la location saisonnière, comme dans le cadre de la location nue, il faut avoir autre chose que juste l'envie de la rentabilité. Il faut aussi aimer ça, parce qu'il y a d'autres choses qui nous font vibrer, et c'est ce qui est important. Si on fait quelque chose juste parce que ça rapporte de l'argent, on le fait pas bien. C'est ça. Parce que il faut qu'on soit investi, qu'on soit passionné par ce qu'on fait. Et donc, on peut choisir différentes thématiques et différentes passions. Et la colocation, qui est très à la mode et qui l'a été par le passé. Alors, j'ai fait le choix de ne pas en faire. J'ai hésité un moment et j'ai un certain nombre de clients et de connaissances dans mon réseau qui font de la colocation. Ils sont pas forcément sereins parce que, comme tu le disais, si tu as 4 chambres, il faut trouver 4 locataires. Tu as en permanence un locataire qui sort et l'obligation de retrouver un nouveau locataire. Alors, il y a différents modes de la colocation. La colocation où les colocataires sont solidaires, ils s'engagent eux, si un locataire qui sort, à en trouver un autre parce que c'est eux qui sont solidaires pour le paiement du loyer. Mais là, c'est quand même assez rare parce qu'il faut qu'ils acceptent, de prendre une colocation à leur désavantage. Évidemment, c'est avantageux pour le propriétaire. Donc,
la colocation où les colocataires ne sont pas solidaires, bah, c'est toi qui vas devoir trouver le colocataire. Il y en a un qui sort, il faut que tu en trouves un autre. Et plus tu as de chambres, plus ça va être compliqué parce qu'en permanence, il faudra faire des visites. Alors, il y a les moments forts peut-être. En permanence, il y a des locataires à trouver juste pour avoir une petite rentabilité supplémentaire par rapport à la location nue. Donc, je me suis dit, c'est pas pour moi. Et qui plus est, ça fait partie de mes critères d'appréciation. Quel que soit le mode d'exploitation, je regarde si je peux déléguer la gestion. Par exemple, la location nue, je peux décider de déléguer la gestion à un service de gestion locative qui va s'occuper des quittances de loyer, des encaissements, du suivi de l'entretien, et je m'en occupe pas. La location courte durée, je peux décider de déléguer la gestion à une conciergerie, comme tu l'organises toi-même. Donc, si je décide de tout déléguer, je peux ne pas m'en occuper. La colocation, je n'ai trouvé aucune agence, aucun professionnel qui accepte de s'en occuper. Et quand tu discutes avec les agents immobiliers traditionnels, ils disent non, mais ça marche pas. Parce que ceux qui sont sur le marché depuis 30 ans, ils disent non, mais ça peut pas marcher. Encore une fois, c'est les craintes, c'est les peurs, l'envie de ne pas s'impliquer qui fait qu'ils se mettent en retrait. Non, ça marche pas. Nous, on s'occupe pas, on vous trouve pas des colocataires. Débrouillez-vous. Je me suis dit, bon, s'il faut que je fasse tout moi-même et que en permanence, je sois obligé de passer des annonces, répondre à des appels, ça devient un job, visites, quoi. Ça devient un boulot qui, là, pour le coup, ne me passionne pas du tout. Et donc, si je suis pas passionné, si je peux pas déléguer, ça va me rapporter de l'argent? Non, parce que je vais pas m'investir. Je vais me dire, bon, j'ai 3 chambres louées sur 4, je m'arrête là, ça me rapporte déjà plus qu'un loyer. Et c'est pour ça que j'en fais pas. Et je tiens vraiment à rendre les gens qui nous suivent très attentifs à ce sujet-là. Il faut pas faire les choses dans le seul but de la rentabilité. Il faut le faire parce qu'on les aime et on le fait avec le cœur. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile parce qu'on s'arrête pas. Et en plus, dans certaines villes, alors dans des villes où le domaine, le secteur du logement étendu, région parisienne, région lyonnaise, Bordeaux, les chambres, quand on a des chambres à proposer, il y a plein de candidats, on arrive à les louer. Mais ça fonctionne pas dans toutes les villes. Bien sûr, la colocation, en théorie, ça fonctionne partout parce que c'est pas que des étudiants. Il y a des jeunes travailleurs, il y a des gens qui veulent pas être seuls. Plutôt que d'être seuls dans un studio, ils ont au même prix. Je vais être dans un grand appartement, j'aurai une chambre et je serai pas seul. Ça se tient et c'est vraiment très chouette. Du coup, c'est devenu une mode et dans toutes les villes, il y a plein d'investisseurs qui se sont lancés dans la colocation. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Plutôt que de louer à Mulhouse, on était à un statu quo à peu près à 440 € par mois chargé par chambre. 4 chambres, ça fait 440 x 4. 440 x 4, ça fait 1760 € de loyer par mois, ce qui est très confortable pour un appartement. Mais ce qui se passe, c'est que comme il y a beaucoup de concurrence, il y a des propriétaires qui se sont dit ouais, moi je vais, comme ça rapporte beaucoup, je vais squeezer les autres, je vais louer au lieu de 440 € par mois, je loue à 350. Et du coup, ils louent, mais les autres ne louent plus. Et du coup, il y a une concurrence qui se fait en baissant les prix et donc on perd tout l'attrait de la colocation. On a les contraintes parce qu'il faut trouver beaucoup de locataires souvent et on n'a plus la rentabilité. Et donc je me suis dit, j'ai pas envie de me battre là-dessus. La location nue à l'année, il y aura toujours beaucoup de monde parce que tout le monde a besoin de se loger. La colocation, ça reste toujours transitoire. C'est pendant un parcours de vie, il y a des personnes qui se disent je vais m'installer en colocation et puis après ils s'en vont et il faut trouver quelqu'un d'autre. Et donc le marché n'est pas tendu dans toutes les villes. Il y a certaines villes où il y a trop de colocations en offre et donc au lieu de faire 100% de remplissage, il y a beaucoup de propriétaires qui sont que à 75% de remplissage, donc qui remplissent 3 chambres sur 4 et du coup ça sert plus à rien de faire de la colocation. Ça c'est vraiment mon expérience. Et tu as déjà pensé, au-delà de la colocation, à faire par exemple du coworking ou de la location commerciale dans sa généralité? C'est un domaine que je ne connais pas et moi, j'aime bien les choses qui sont simples. La location traditionnelle, tout le monde a besoin de se loger. La location courte durée, c'est pour les voyageurs. Moi-même, je ne voyage que exclusivement en location courte durée. Ça me permet aussi de voir comment ça se passe et de voir tout ce qui est mal fait chez beaucoup de monde et ça donne des idées en se disant bon, il y a plein de choses à améliorer. En étant voyageur, j'ai un niveau d'exigence qui me permet aussi chez moi de dire il faut remonter le niveau de prestation. C'est normal, on paye donc on a des exigences. Mais c'est sûr que si on paye 50 € la nuit, on peut pas avoir la même exigence que si on paye 120 € dans un hôtel. Mais en général, moins les gens payent cher, plus ils ont des exigences. Donc c'est ce qui me déplaît fondamentalement. Mais les autres modes de location, coworking, c'est une niche. Coworking, c'est louer un appartement
ou des pièces ou des bureaux. La colocation pour les professionnels. Dans la ville où on se trouve, donc Mulhouse, il y a énormément d'offres, de niches comme ça. Et j'ai un ami investisseur qui a acheté un immeuble pour faire du coworking. Au final, il a transformé tous les appartements pour faire de la location courte durée parce qu'il a dit coworking, j'ai pas assez de monde, ça me paye rien. Il y a de temps en temps des gens qui passent, mais tout le monde n'est pas prêt dans toutes les villes à payer 250 € par mois pour avoir accès à un bureau et une photocopieuse. Alors dans certaines villes où les bureaux sont plus rares ou plus chers, évidemment, ça peut fonctionner. Donc ça fonctionne pas partout. Donc moi, j'ai pas envie de prendre le risque et de me faire du stress à me lancer dans ce type d'investissement. Donc je préfère faire de la location traditionnelle. Et pareil, quand j'ai un immeuble, si un commerce au rez-de-chaussée, ça ne m'intéresse pas. Et ça répond à d'autres critères. Les commerces ou donc les beaux professionnels, c'est d'autres critères. Ils peuvent évidemment rapporter plus, c'est beau, mais ils peuvent aussi rester vides beaucoup plus longtemps parce qu'on ne remplace pas un commerce par un autre du jour au lendemain. Ou alors il faut être dans un secteur en emplacement numéro 1 dans les rues où il y a tous les commerces, mais ça veut dire qu'on les achète beaucoup plus cher au départ. C'est un autre métier. Je sais qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui sont des investisseurs professionnels qui font de la location de locaux professionnels ou commerciaux. Et ben c'est très bien. Moi, ça ne me passionne pas, mais il y a vraiment de l'argent à gagner aussi parce que les rendements sont souvent très bons. Mais j'en fais pas pour ces raisons-là. Je préfère être vraiment spécialisé dans un domaine. Et moi, l'idée de me spécialiser me permet d'être bon et de tout connaître plutôt que de toucher un peu à tout. Et toi, ta position par rapport aux locaux professionnels et le coworking? Pour les locaux professionnels, c'est un petit peu à double tranchant dans le sens où, comme tu l'as un petit peu évoqué juste avant, le principe en fait, c'est que tu peux avoir un locataire pendant une période d'année qui va payer ton loyer sans aucun souci et du coup là, tu arrives à rentabiliser ton local vraiment de la meilleure manière qu'il soit. Mais à contrario, tu peux aussi avoir de la vacance locative qui peut être quand même très importante et là, on parle pas de 1 ou 2 mois, ça peut aller à 1 ou 2 ans, 3 ans. Donc si tu as 3-4 ans une vacance locative sur ton local commercial et que du coup tu rentres peanuts pendant ce temps-là, bon bah le calcul de rentabilité, la théorie que tu as mis en place sur papier, elle est plus du tout d'actualité. C'est vrai que c'est un risque à prendre. Moi, j'ai jamais spécialement osé franchir le cap là-dessus. Le seul local commercial que j'ai pu acheter, je l'ai au final transformé en habitat. Donc c'était 2 médecins qui étaient dans ce local-là. On l'a transformé du coup en usage d'habitation et puis on en a fait un Airbnb dedans. Mais personnellement, c'est vraiment pas un truc qui m'attire pour les mêmes raisons que toi parce que je suis pas passionné, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer. J'y vois plutôt des contraintes qu'autre chose. Et un gros risque, alors comme on a dit, avec une possibilité d'avoir une tranquillité au final qui est quand même relativement importante. Je prends un exemple, si demain tu as un local et tu as une pharmacie qui s'y installe, bon là tu es tranquille pour les 25 ans à venir. Un opticien ou une banque. Voilà, ce genre de choses-là, si tu arrives à avoir cette genre de clientèle-là, bon bah tu peux être sûr que dans 25 ans, normalement, il n'y a pas de souci. Par contre, si finalement c'est un local commercial suivant la typologie, l'aménagement qui est mis en place dans ce local en question, si par exemple c'est adapté à des fast-food, tu peux être sûr que tu vas avoir un turnover peut-être tous les 3-4 ans. Tu vois, et encore, je vois large en voyant 3-4 ans. À Mulhouse, tu as des fast-food dans chaque coin de rue et ils ferment tous les ans. Donc si c'est pour avoir 1 an de location et puis 4 ans de vacances locatives. Je partage à 100% la même analyse parce que en plus, il y a un critère supplémentaire, c'est que le local commercial n'a pas de valeur en lui-même, c'est vraiment l'emplacement. Ouais, c'est ça, c'est l'emplacement. On revient à l'emplacement. Tu peux pas avoir un local commercial dans une zone résidentielle complètement isolée. En plus, ça sera pas permis par la ville. Donc, ça veut dire que tu achètes un local commercial, tu dis il va être payé par les loyers, admettons même si pendant 20 ans, tu as le même locataire qui paye. Mais le jour où il sort, ton local est dévalorisé, il vaut rien en lui-même. Pour peu que le sens de circulation ait changé dans la ville, il n'y a plus personne qui passe dans la rue, ça vaut plus rien. Le tramway, ça peut apporter un plus, mais ça, on ne sait pas. Alors que l'habitation reste de l'habitation. Donc l'habitation, déjà, tu n'as pas de vacances locatives qui durent plusieurs années, et en soi, ça a une valeur. Donc
quand c'est payé ou quand tu décides de revendre, ça a une valeur en tant qu'habitation. Le local commercial ne vaut rien en tant que tel. Donc c'est pas un patrimoine, c'est pas du patrimoine, c'est juste du rendement. Comme tu le disais justement, à partir du moment où une vacance locative qui dure, le rendement qu'on escomptait au départ, on disait je vais faire du 10%, c'est super, 10% tant que c'est loué. Mais si c'est pas loué pendant 3 ans, on parle de quoi là? C'est du 0%. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas bon. Qu'il faut du coup étaler sur une période définie. Mais tu as un autre exemple aussi, je pense, qui est pas mal. Disons que demain, tu achètes un local commercial et puis tu te trouves dans un endroit plus ou moins attrayant et ça tourne à l'heure actuelle plus ou moins pas trop mal. Et puis demain, dans ta ville, tu as un nouveau quartier des affaires qui ouvre avec des nouveaux locaux où tu sais que toutes les sociétés vont migrer dans cet endroit-là. D'autant plus qu'elles auront un avantage fiscal, donc elles vont toutes déménager. Tout à fait. Et donc du coup, finalement, ce qui était attrayant à l'instant T au moment de l'achat ne l'est plus forcément dans 5-10 ans. C'est aussi une problématique que j'y vois, une contrainte que j'y vois par rapport au local commercial qui peut également se référer à de la location si on s'est spécialisé dans la location d'étudiants. Je te donne un autre exemple. Si par exemple en location, donc en colocation, tu es axé sur tout ce qui est université, etc. Si demain tu es dans un coin spécifique où tu es proche de l'université et que pour X raison l'université change de locaux et qu'elle se déporte autre part, finalement plus personne va venir chez toi. Au niveau de la colocation et de l'attractivité où le bien se situait, ce sera zéro, puisque si la maison mère entre autres qui est du coup l'université, si elle va à 10 km, toi tu te retrouves du coup à 10 km de l'endroit principal pour les étudiants. Donc c'est un petit peu le même cas de figure et je pense que c'est pour ça que je me lance pas du tout dans cette activité-là. Donc ce qui est très intéressant, c'est que la meilleure stratégie, c'est pas tellement lié au type de location. Il est vrai que c'est notre choix de ne pas faire de local commercial, de ne pas faire de local professionnel. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée. C'est notre spécialisation parce qu'il y avait évidemment des investisseurs qui sont spécialisés dans ce domaine-là et ils sont très contents. Ils vont dire oui, mais ce que nous on exprime, c'est des craintes, c'est des envies qu'on n'a pas, c'est un confort qu'on a envie de préserver parce qu'on maîtrise d'autres sujets. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est pas notre spécialité. Donc si c'est pas ma spécialité, d'une part, je vais pas l'enseigner parce que je ne connais pas, je n'ai pas testé. Mais ça veut dire que tout est possible. Nous, on est spécialisés, nous, dans la location courte durée pour toi, dans la location nue pour moi. En fait, ce qui fait la différence en termes de stratégie, c'est vraiment le domaine qui nous passionne. Dès lors qu'on est dans un domaine qui nous passionne, tout semble plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais ça semble plus facile parce qu'on est vraiment investi à 100% dans ce qu'on aime faire. Et puis, c'est le plus important.